Le ciel nocturne au-dessus de la région de Kharkiv est noyé sous une épaisse couche de nuages noirs. Des rafales de vent cinglantes venues du nord balaient les collines, rendant l'obscurité plus dense encore. De l'autre côté de la frontière, dans les étendues forestières sombres près de Belgorod, des colonnes de blindés russes se rassemblent à une échelle jamais vue depuis le début de l'année. La formation s'étire sur des kilomètres, composée de 6 brigades motorisées de dizaines de chars, T-80X-M et T-80BVM, ainsi que de véhicules de combat BMP-3 se pressant dans un flux rapide. Les moteurs rugissent en cadence, créant un son sec et lourd, comme le présage des heures chaotiques sur le point de s'abattre. Dans le ciel, des essaims de drones de reconnaissance russes balayent la zone frontalière, renvoyant des images, montrant un couloir large de près de 6 km, dépourvu de tout signe de défense ukrainienne. Ces données coïncident avec les cartes fournies par le Kremlin, convainquant totalement le commandement russe qu'il s'agit d'une véritable brèche défensive. Il croit avoir l'opportunité de foncer droit vers Kharkiv. Du côté ukrainien, l'ambiance au poste de commandement est diamétralement opposée. Le général Kovalenko se tient devant une rangée d'écrans radars avec un calme absolu. Les points lumineux, signalant les véhicules russes, CP6, formant une large masse en mouvement, tel un bloc d'acier s'approchant de la vallée. Quiconque a l'expérience du champ de bataille comprend qu'un rythme de déplacement aussi dense ne peut apparaître que lorsque l'adversaire concentre ses forces pour l'attaque. Kovalenko n'est pas surpris car l'Ukraine et l'OTAN avaient anticipé ce plan depuis plusieurs semaines. La vallée du Loup d'Acier, une dépression naturelle entre les hauteurs, a été transformée par les ingénieurs de l'OTAN en un système de pièges à plusieurs niveaux. À l'intérieur des mines intelligentes, RAAM, sont disposés en structure circulaire des lance-roquettes IMAR. Camouflés par des filets thermiques et des stations de brouillage électronique, créent un dôme supprimant tous les signaux des drones russes. Tout est conçu pour ne s'activer que lorsque les troupes russes seront exactement au centre de la vallée. Pendant ce temps, dans les casernes près de Kharkiv, les batteries Patriot et Guépard sont passées en état d'alerte de combat. Les radars balaient continuellement, détectant le moindre mouvement à la frontière. Des hélicoptères Black Hawk, transportant des renforts, glissent aussi dans le ciel nocturne. Le bruit des pales se mêle au grondement des moteurs des chars ukrainiens déployés au point d'interception. 4:00 du matin, l'heure H pour la Russie approche. Les colonnes de chars T-20 et BMP-3 accélèrent pour entrer dans la vallée, laissant derrière elles de fines traînées de poussière s'élevant dans la lueur infrarouge des systèmes d'observation. Les canons automoteurs Musta-S et Koalitia abaissent également leur fût prêts à ouvrir le feu. Les données des drones continuent de signaler un couloir vide, sans une âme, renforçant la conviction des officiers russes d'avoir trouvé le point faible fatal. En réalité, toutes les images qu'ils voient sont des illusions créées par l'Ukraine. Des panneaux réflecteurs thermiques, des simulateurs de signaux et des drones leurres ont trompé l'ensemble du système de surveillance russe. Du côté ukrainien, l'instant décisif approche. Kovalenko observe la carte tactique où chaque fer de lance de l'attaque russe s'enfonce progressivement vers le centre de la vallée. Comme prévu, il ordonne l'activation du premier niveau du piège. Les stations de guerre électroniques commencent à émettre des impulsions. Les points lumineux représentant les drones russes sur le réseau de surveillance s'éteignent brusquement un à un, comme si le ciel était recouvert d'un filet invisible. Le côté russe, ne réalisant rien, continue de glisser profondément dans la zone mortelle. La vallée devient silencieuse pendant quelques brèves secondes avant que l'orage d'acier ne se déchaîne. Personne dans la formation russe ne sait qu'ils viennent de mettre le pied au centre du plus grand piège que l'OTAN ait jamais tendu depuis le début du conflit. À 4:10 précises, les brigades russes accélèrent simultanément pour entrer dans la vallée. Le convoi blindé long de plusieurs kilomètres serpente le long de la large pente. Les chars de T-20 avancent en ligne canon pointé vers l'avant. 3 compagnies de BMP-3 flanquent la formation. Les antennes vibrent légèrement à chaque rebond du terrain vallonné. Dans le ciel, des dizaines de drones de reconnaissance continuent de scanner le terrain, renvoyant des cartes thermiques et des reflets infrarouges, confirmant toujours un couloir dégagé, s'étendant sur plus de 4 km. Aucun signe électronique des forces ukrainiennes. Ils sont persuadés d'approcher un point faible que Moscou analyse depuis des semaines. Le rythme s'accélère. Les chars et blindés russes s'enfoncent dans la vallée, où les 2 flancs abrupts noirs comme l'encre semblent avaler la lumière. Ils ignorent que cette topographie même est la porte qui refermera toute retraite. Du côté ukrainien, le système de surveillance au sol enregistre que le convoi blindé russe a pénétré au cœur exact du dispositif. Les capteurs sismiques, dispersés le long de la vallée, transmettent toutes les informations nécessaires,
vitesse, direction, temps de passage de chaque blindé au point de référence. Lorsque le Tu-90 numéro 48 franchit la zone marquée le système active le niveau 1. À cet instant précis, au centre de la vallée, le sol tremble légèrement comme réveillé par une main invisible. La rangée de mines intelligentes RAM s'active. Les capteurs thermiques pivotent selon le mouvement des dizaines de véhicules russes prêts à détonner lorsque l'ennemi sera à distance optimale. L'infanterie russe n'a pas le temps de réaliser quoi que ce soit que le sol sous le convoi se soulève violemment. Un éclair aveuglant jaillit au milieu de la formation. La première mine explose renversant un BMP-3 sur le flanc, le faisant glisser sur la terre humide. Moins de 2 secondes plus tard, la deuxième, la troisième puis la quatrième série de mines s'activent simultanément, créant une chaîne de secousses continue qui fait vibrer toute la vallée comme si elle s'effondrait de l'intérieur. Terre et sable sont projetés haut dans les airs, mêlés à des éclats de blindage tourbillonnants. Les chars Quat-20 en tête de formation sont forcés de s'arrêter et de freiner brusquement, créant un chaos en chaîne. Les BMP-3 à l'arrière ne peuvent réagir à temps et s'emboutissent violemment brisant la formation en quelques dizaines de secondes. La Russie ordonne immédiatement aux drones de prendre de l'altitude pour localiser l'artillerie ukrainienne, mais tous les signaux de commande commencent à subir de fortes interférences. Les écrans de contrôle dans les véhicules de commandement clignotent puis virent au gris. Les communications radio entre les compagnies sont coupées, tout se passe trop vite. Sur le flanc est, le système de lance-roquettes HIMARS de l'Ukraine, camouflé sous des buttes de terre, attendait que le convoi russe soit divisé et coincé dans la dépression. Des salves de roquettes s'élancent, traçant des centaines de longues lignes lumineuses déchirant l'atmosphère épaisse. Après un court temps de vol, la vallée entière est noyée dans un fracas métallique violent alors que les ogives explosent en arc de cercle. La roche est soufflée par pans entiers. Les chars russes subissent de violents chocs, beaucoup tremblent, carcasse contre carcasse, alors que l'onde de choc se propage. Les compagnies d'artillerie russes, à l'arrière, tentent d'ouvrir le feu pour riposter, mais avant même d'être à portée, le système de guerre électronique de l'OTAN a couvert toute la zone d'une puissante impulsion. Le signal de positionnement de l'artillerie est totalement dévié, faisant tomber les obus à des centaines de mètres de leur cible. L'infanterie russe tente de se déployer hors des véhicules pour établir une formation de combat, mais les mines intelligentes continuent d'exploser via capteurs thermiques. Pendant ce temps, au poste de commandement ukrainien, le radar terrestre enregistre clairement chaque groupe ennemi repoussé dans des zones étroites entre les collines. À l'endroit exact calculé par l'Ukraine, Kovalenko ordonne immédiatement d'activer le deuxième niveau du piège. Le long des deux flancs de la vallée, les batteries d'artillerie à courte portée et les canons automoteurs PZH 2000 ouvrent le feu. Les obus tombent en chapelets serrés, créant des points d'impact successifs qui semblent découper progressivement des pans de la formation russe. Un groupe tente de faire pivoter les véhicules pour chercher un chemin vers le nord, mais le sol est tellement retourné que les chars ne peuvent accélérer. Un autre groupe tente de briser l'encerclement au sud, mais est coupé par une ligne d'artillerie de gros calibre depuis les hauteurs ukrainiennes. Les officiers russes commencent à réaliser qu'ils n'ont pas seulement commis une erreur tactique, mais qu'ils sont tombés au centre d'une structure de piège méticuleusement érigée. La vallée du Loup d'Acier commence à se refermer selon les intentions de l'Ukraine. L'air devient épais d'une tension extrême. Tous les appels vers l'arrière-garde russe restent sans réponse, car le système d'information est totalement bloqué. Les rugissements des moteurs, le bruit de la terre projetée, le tremblement des blindages se fondent en une symphonie chaotique de guerre, déferlant dans la vallée depuis les trois directions. Et à cet instant, tous les chemins mènent à une seule vérité, la Russie a franchi la porte de la mort. La vallée s'enfonce dans des ondes de choc prolongées, le sol se fissure en tranchées sous la pression des mines intelligentes et des roquettes HIMARS qui pleuvent continuellement. La brume lumineuse se mêle à la poussière broyée pour former un écran grisâtre, enveloppant toute la zone, réduisant drastiquement la visibilité des soldats russes. Dans cette fumée dense, les bruits de moteurs tentant de rugir pour inverser la situation ne font qu'étendre la confusion. La formation blindée russe est tachée en plusieurs petits groupes, chacun isolé par des cratères profonds courant du flanc est au flanc ouest. Malgré les efforts de réorganisation, les commandants russes ne peuvent quasiment rien coordonner car le système de communication a été totalement détruit. Les radios ne crachent que des grésillements lourds, tandis que les panneaux de contrôle de nombreux chars affichent des signaux erratiques dus au puissant impact des stations de guerre électronique ukrainiennes couvrant la zone. Dans le ciel, les drones russes restants tentent de prendre de l'altitude pour échapper à la couche de brouillage.
Mais dès qu'ils dépassent 200 mètres de puissants flux d'impulsion, frappent leur système de guidage, les faisant tous tomber comme des points noirs s'éteignant en plein ciel. Le ciel de la vallée devient une zone morte inexploitable. Les Tquatre 20e de tête tentent de forcer le passage, mais le sol boueux et retourné fait patiner les chenilles sans cesse. Chaque tentative d'accélération ne fait que briser la terre sous les véhicules en ornière plus profonde. Un Tquatre 20 se retrouve piégé lorsque son châssis avant plonge dans la terre molle, forçant toute la compagnie à s'arrêter. À cet instant précis, depuis le flanc de montagne ouest, une salve de roquettes EM270 s'abat presque à la verticale, transperçant directement la zone des chars bloqués. L'onde de choc crée des vibrations courant le long du flanc de montagne, faisant tomber la terre et le sable par plaques comme une pluie de gravier. Les munitions de gros calibre tombent en grappe, créant des éclairs successifs, hachant chaque axe de progression russe. Le cercle de feu épais, comme un filet d'acier, se resserre autour des groupes de chars ennemis. Au centre de la vallée, la 90, brigade russe tente de faire pivoter sa formation pour s'échapper vers le nord. La brume lumineuse et la poussière broyée forment un écran grisâtre réduisant la visibilité des soldats russes. Dans cette fumée épaisse, les moteurs rugissants ne font qu'ajouter au chaos. Non loin de là, la 57e brigade russe cherche à pousser l'infanterie vers le flanc sud pour ouvrir une brèche. 3 pelotons courent le long d'un chemin de terre étroit au bord de la vallée. Mais en approchant de la position que la carte du Kremlin identifiait comme vide, ils tombent sur une batterie d'artillerie à courte portée ukrainienne, bien dissimulée sous de grands rangs. Quand l'artillerie ouvre le feu, la terre est déchiquetée par couches se déversant sur la pente abrupte comme une cascade épaisse. L'infanterie russe est forcée de reculer compressée de face et par les flancs. La formation est contrainte vers le centre de la vallée où tout mouvement est facilement détecté par les capteurs que l'Ukraine a disséminés depuis des jours. Tout signe de résistance devient un point de marquage pour l'ajustement des coordonnées de l'artillerie ukrainienne. À l'arrière-garde russe, le poste de commandement mobile tente de rétablir le contact avec les 92e et 57e brigades, mais les officiers de transmission ne reçoivent que des notifications de perte de connexion. Les cartes numériques deviennent inutiles sans mise à jour des données. Moscou tente aussi de pousser le signal satellite vers les couches basses pour apporter un soutien, mais dès que le signal pénètre l'espace aérien de la vallée, les stations de guerre électroniques ukrainiennes génèrent une couche de brouillage épaisse distordant totalement les données. L'arrière-garde russe tombe dans un état de cécité du champ de bataille, sachant seulement que sa force de pointe est verrouillée dans la dépression, sans pouvoir déterminer l'ampleur des dégâts ni la situation actuelle. Pendant ce temps, le général Kovalenko constate que l'ennemi est entré dans le point de convergence parfait. Il ordonne de passer le champ de bataille en mode verrouillage de cible continue. Les systèmes de capteurs au sol activent simultanément le deuxième niveau de balayage. Les radars terrestres à courte portée détectent chaque groupe de chars, chaque groupe d'infanterie ralentissant au centre. Sur les positions d'artillerie, les équipes de combat ajustent rapidement les canons selon les nouvelles données, transformant toute la vallée en une zone quadrillée en dizaines de cases, chacune avec des coordonnées de tir. Prêt, assigné. Pour briser l'encerclement, la Russie décide d'utiliser les canons Emsta-S et Jatsin B pour des tirs de suppression sur les hauteurs ukrainiennes. Mais alors que les canons s'apprêtent à tirer, le sol tremble encore plus fort. Quelques secondes plus tard, la terre éclate comme une écorce déchirée, repoussant toute la formation russe. La secousse est telle que de nombreux soldats s'effondrent, incapables de continuer à manœuvrer. Toutes les voies de retraite sont scellées. Sur les crêtes des collines, le jour commence à se lever, révélant des volutes de fumée grise s'élevant du fond de la vallée. Toute la zone est encerclée par un feu dense. La Russie ne peut plus avancer, ni reculer, ni communiquer. Leurs formations les plus puissantes sont totalement isolées. Et juste au moment où la toile d'araignée d'acier se resserre de derrière la chaîne de montagnes lointaines, le bruit des moteurs de chars ukrainiens commence à résonner, rythmé, ferme et lourd, annonçant la vague d'acier. Suivante, fonçant droit vers le centre, là où la Russie a été jetée, exactement à l'endroit voulu par l'Ukraine. Le piège s'est refermé et quand les chenilles ukrainiennes commencent à descendre, la situation n'est plus qu'à un battement de l'effondrement total. Lorsque le soleil pointe à l'horizon, une lumière pâle traverse l'épaisse fumée de la vallée nappant l'espace d'une couleur jaune grisâtre trouble. Dans cet écran de fumée, le bruit lourd et grave des moteurs venant de la montagne à l'est résonne, augmentant progressivement en une chaîne sonore puissante le long du flanc de colline. C'est le signal que les forces blindées ukrainiennes sont en position et prêtes à dévaler sur le champ de bataille. À l'intérieur de la vallée, les forces russes se débattent toujours dans un chaos immense. Les chars Tquatre 20-10M tentent de reformer les rangs, mais le sol a été labouré par l'artillerie et les mines
créant d'innombrables cratères profonds qui font glisser et pencher les chenilles. Les BMP-3 gisent éparpillés, beaucoup inclinés sur le côté, car la terre sous leur châssis a été évidée. L'infanterie russe se déplace lentement dans la poussière aveuglante, cherchant à rejoindre les chars pour créer une ligne de défense, mais constamment masquée par les tourbillons de fumée. Pendant ce temps, le système radio de l'armée russe est toujours totalement hors service, pas d'ordre du QG, pas de reconnaissance, pas de coordination de feu. Toutes les unités dans la vallée agissent de manière désarticulée dans un manque critique d'informations. Du côté ukrainien, le moment est mûr. La force blindée principale de l'OTAN, comprenant des formations de Mona 2, Abrams Léopard 2 Accept et Challenger 3, est disposée en 3 fers de lance encerclant la vallée. Lorsque l'ordre est transmis, tout le flanc de la montagne tremble sous l'accélération simultanée des moteurs, le métal crissant quand les chenilles raclent la roche. Puis, quelques secondes plus tard, les premiers Mona 2 Abrams dévalent la pente comme des blocs d'acier géants, glissant rapidement sur une trajectoire définie. Les Abrams descendent à grande vitesse, faisant trembler le sol sous le poids de dizaines de tonnes d'acier. Le système de conduite de tir de l'Abrams commence à scanner les cibles alors qu'ils sont encore en mouvement sur la pente. L'écran de combat dans la tourelle affiche une série de points chauds venant du côté russe, amplement suffisant pour que le système sélectionne automatiquement les cibles prioritaires. Lorsque les Mona 2 Abrams atteignent le fond de la vallée, l'espace explose immédiatement sous la première salve. Les canons de gros calibre des Abrams reculent violemment, propulsant des obus flèches à haute vélocité droit sur les cibles des chars T-90 tentant de manœuvrer. Un T-90 est frappé directement sur la tourelle, une lumière jaillit dans la poussière, puis le châssis penche brusquement sous la force de l'impact. Un autre est touché sur le flanc gauche, glissant sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Toute la compagnie de T-90 se retrouve à la fois repoussée et confrontée à un feu nourri venant de l'est. Derrière les Abrams, les formations de Léopard 2 Accept et Challenger 3 sortent aussi, créant 3 couches de blindés avançant en parallèle. Le nombre important de chars ukrainiens crée une pression énorme sur les groupes défensifs russes, forçant l'adversaire à disperser ses tirs, brisant toute intention de contre-attaque groupée. Dans l'atmosphère chargée de brume et de poussière, la vision des rangées de chars ukrainiens dévalant comme un flux d'acier fait vibrer la vallée. Les éclairs des canons percent la fumée opaque, créant des chaînes de flash continues comme des couloirs de feu entrecroisés. Les BMP-3 tentent de réagir en tirant des rafales de leurs canons de 30 mm et mitrailleuses, mais la plupart sont stoppés par le blindage composite. Les forces russes tombent dans une passivité totale. Certaines unités russes tentent de déployer des missiles anti-aériens portatifs, mais en levant la tête, elles ne voient qu'un ciel de fumée et de faux points chauds leurrant tout le système thermique. Au centre de la vallée, le duel de chars devient plus violent. Les T-90M profitent de leur blindage et de la précision de leurs canons pour riposter. Alors que 2 chars russes pivotent leur tourelle, une salve d'obus de Léopard 2 Accept coupe la trajectoire frappant directement le blindage frontal. L'onde de choc se propage au sol, soulevant la poussière fine. Chaque seconde qui passe, la formation russe perd des positions. La visibilité masquée par la fumée empêche les équipages russes de déterminer la direction de l'attaque ukrainienne. Tandis que le système de visée des Abrams reste stable grâce aux capteurs infrarouges de nouvelle génération, les équipages ukrainiens manœuvrent sans cesse en tirant, créant des déplacements complexes, rendant leur trajectoire difficile à prédire. Le déséquilibre dans le contrôle du champ de bataille devient flagrant. La Russie manque d'informations, de feu, de précision, de coordination, tandis que l'Ukraine exploite chaque faiblesse de la vallée pour maximiser la puissance de ses blindés. Lorsque les blindés ukrainiens avancent de quelques centaines de mètres supplémentaires, ils commencent à verrouiller chaque groupe adverse dans des zones de sol meubles. Un groupe de T-90 est forcé de reculer vers des cratères tombant pile dans la zone où les mines de niveau 3 sont préinstallées. Le sol explose une nouvelle fois, créant une série d'explosions rapprochées qui ôtent toute capacité de manœuvre à la zone. L'infanterie russe tente d'ouvrir une voie de sortie pour les équipages, mais l'artillerie ukrainienne ajuste continuellement ses coordonnées, déversant des grappes d'obus bloquant toute tentative d'exfiltration. La férocité du combat plonge la vallée dans une vibration incessante. La vue est étranglée, le sol déchiré, l'air saturé de crissements métalliques et du rugissement de dizaines de moteurs luttant pour chaque mètre de terre. Dans le silence entre 2 barrages d'artillerie, on n'entend plus que les moteurs des Abrams continuer de charger, serrant la zone centrale où les unités russes restantes se recroquevillent. La formation ukrainienne a brisé la première ligne mécanisée, ouvrant le front comme on déchire la structure défensive adverse. Dans le poste de commandement, Kovalenko voit que le moment est venu, il ordonne d'accélérer l'avance et d'ouvrir tous les niveaux de feu. La vallée du Loup d'Acier s'apprête à passer à la phase d'ingestion totale des forces adverses poussées à leurs limites.
tandis que les blindés ukrainiens resserrent la tenaille autour des groupes russes au fond de la vallée. À plus de 40 km au sud, le QG avancé de la Russie sombre dans un chaos sous haute pression. Le signal avec les 92e et 57e brigades est totalement rompu. Les écrans tactiques n'affichent que de longues bandes d'interférences traversant la carte. Alors que les cases colorées représentant les unités de front clignotent et disparaissent, la Russie croit que, sans mesures fortes pour ouvrir une voie de secours immédiate, toute la force restera piégée à jamais au fond de la vallée. Dans cette situation désespérée, Moscou choisit l'option ultime. Un groupe d'artillerie mobile reçoit l'ordre de déployer des missiles Iskander-M, le type de munition que le Kremlin pense capable de créer assez de pression sur la ligne de défense ukrainienne pour les forcer à stopper l'attaque. Quelques minutes, le ciel au nord s'illumine soudain des flammes des lanceurs. Puis une série de missiles Iskander s'élance dans les airs, laissant de longues traînées de fumée, déchirant le ciel poussiéreux. Au total, 24 missiles sont tirés de plusieurs positions. Sur les écrans, 24 traits lumineux apparaissent presque simultanément de 3 directions. Le système analyse automatiquement vitesse, axe de vol, altitude, puis délimite les groupes de cibles prioritaires. Les radars à moyenne et courte portée se coordonnent étroitement, plaçant toute la zone de Kharkiv et le bord de la vallée sous un filet de défense impénétrable. Tandis que les traits de feu des Iskander foncent comme des lances cherchant à percer le ciel du côté ukrainien, les équipages des Patriotes PAC-3 commencent à déployer les missiles intercepteurs par paire. Depuis les lanceurs disposés en large rayon, une série de points de feu s'élèvent, traînant d'épaisses fumées blanches. Les intercepteurs montent selon une trajectoire courbe divisée en 3 couches d'interception pour verrouiller tout l'espace aérien flottant. Lorsque les deux flux de feu se rencontrent, le ciel de la vallée s'embrase d'une lumière aveuglante. Des explosions successives retentissent à des dizaines de kilomètres d'altitude, créant de grands flashs se reflétant sur la couche de brume en dessous. Les Iskanders touchés se brisent en fragments métalliques tombant comme une pluie d'étincelles. En moins de 22 secondes, l'ensemble des 24 cibles est éliminé du ciel, aucune n'ayant parcouru plus de la moitié du chemin. Quand l'ultime onde de choc se dissipe, le ciel au nord apparaît comme un rideau de cendres déchirées. Les débris de guerre tombent silencieusement dans la vallée, formant une couche métallique scintillante sous la lumière floue. Du côté russe, dans l'instant final d'espoir, ils voient leur unique contre-attaque s'éteindre sous leurs yeux. Aucun moyen de briser l'encerclement, aucune issue. Au centre de la vallée, les soldats acculés dans la cuvette ne voient que des bandes lumineuses traverser le ciel puis disparaître. Suivent des sons sourds et lointains comme le bruit d'une porte géante qui claque. L'infanterie et les équipages de chars russes tentent de contacter le commandement mais ne reçoivent que des grésillements arythmiques. Les T-90X-M restants tentent de lever leurs canons vers le ciel pour observer, mais la fumée et la poussière étouffent la vue. Tout le champ de bataille sombre, sous une pression si lourde que même le bruit des moteurs semble noyé sous la terre brisée qui se soulève par vagues. Pendant ce temps, l'Ukraine observe la vue d'ensemble via des systèmes de surveillance longue portée. Ils savent pertinemment que la frappe d'Iskander était l'ultime effort de la Russie pour briser l'encerclement. Et quand ce coup échoue, toute la vallée devient une zone hermétiquement close, plus de dangers venus d'en haut, plus de menaces d'artillerie extérieure, plus de données de reconnaissance sur lesquelles la Russie peut s'appuyer. Saisissant ce moment, le général Kovalenko ordonne immédiatement d'intensifier le feu global. Les batteries d'artillerie ukrainiennes le long des collines réajustent leurs coordonnées prêtes à lancer une vague de bombardements plus massifs. Les systèmes de lancement multiples de gros calibre commencent à recharger les cliquetis métalliques résonnant régulièrement. Les équipages ukrainiens attachent leurs ceintures attendant l'ordre final. Le ciel au nord a quasiment éteint toute lumière tactique adverse. Ce moment marque la transition de la guerre aérienne au broyage terrestre. Quand l'artillerie s'apprête à se déverser, la vallée devient silencieuse de la manière la plus glaciale qui soit. Ce n'est pas la paix, mais le bref instant où tout s'arrête avant que l'ouragan ne frappe. Durant ces quelques secondes, toute la vallée semble retenir son souffle. Et puis depuis l'Est, la première salve ukrainienne ouvre le feu, inaugurant la phase la plus cruelle de la bataille, alors que le ciel déjà éteint continue de s'enfoncer dans le feu et l'acier. La nuit tombe sur la vallée comme un lourd rideau de plomb écrasant le sol. Mais l'obscurité n'a pas le temps de couvrir le champ de bataille, car des centaines de points de feu rougeoient encore depuis les cratères, les carcasses de véhicules projetés et les bandes de blindage incandescentes brûlant sous la poussière épaisse. Dans cette nuit dense, les forces russes se regroupent épuisées. La formation est disloquée, divisée depuis des heures, difficile de distinguer le point de départ de la zone détruite.
Les explosions résonnent encore de toutes parts, créant des ondes de choc s'étendant à chaque coup de canon, faisant vibrer l'air de la vallée par vagues. L'Ukraine ne laisse pas passer une minute sans resserrer la pression. Juste après que les missiles Iskander aient été éjectés du ciel par les patriotes, le général, Kovalenko ordonne de maximiser la puissance de feu pour pousser l'adversaire de l'isolement à l'épuisement total. Depuis les flancs est et ouest, les lance-roquettes thermobariques commencent à tirer. Des sifflements longs sortent des lanceurs puis s'enchaînent en un son continu dans l'air. Une série de munitions thermobariques plonge dans la vallée, tombant par grappes directement sur les zones où les formations russes sont coincées. À la première explosion, le sol est propulsé en colonnes de poussière géantes, tourbillonnant vers le ciel, comme des tornades d'acier. La chaleur irradiée fait vibrer l'air au sol, créant des zones de haute pression balayant tout ce qui est plus léger que l'acier. Les BMP-3 inclinés au bord des cratères sont aspirés dans les vortex de pression, glissant vers le fond de terre brisé, puis s'arrêtant quasiment incapables de bouger. Les T-80 d'XM restant tentent de forcer les moteurs pour reculer vers des positions abritées, mais le sol n'a presque plus d'endroit intact. Les cratères s'élargissent mètre après mètre. Les plaques de terre soulevées puis retombées bloquent définitivement les chenilles de nombreux véhicules. La fumée noire des incendies s'élève se mêlant à la brume nocturne pour former un brouillard gris épais masquant la vue. Dans le ciel, l'aviation ukrainienne continue le soutien avec des sorties d'hélicoptères Black Hawk et de chasseurs de nuit. De grandes ombres se déplacent au-dessus des nuages bas, le bruit lourd des moteurs résonnant par à-coups, couvrant la vallée d'une pression sonore monotone. Les hélicoptères lâchent des fusées éclairantes en longues chaînes, révélant clairement au sol chaque bloc de chars, chaque groupe d'infanterie recroquevillé. La lumière des fusées se reflète sur la poussière et les braises, créant un paysage chaotique tel une zone incendiée en continu toute la nuit. La Russie tente de réorganiser ses rangs. Un groupe d'infanterie de la 90 brigade se traîne vers une zone où un T-90 fonctionne, encore comptant l'utiliser comme point d'appui pour une petite contre-attaque. Mais à peine ont-ils traversé un terrain relativement plat que le sol tremble violemment sous une salve venue des hauteurs est. Toute la zone s'effondre en une tranchée profonde, forçant le groupe à rebrousser chemin. L'infanterie est acculée, ne pouvant ni avancer ni reculer. Un autre groupe tente de longer le sud vers la position de leurs canons automoteurs pour utiliser des fumigènes et ouvrir une retraite. Mais en franchissant une pente, ils déclenchent des mines intelligentes rames restantes. Le sol se fissure, encore projetant des blocs de terre noire, forçant le groupe à se plaquer au sol pour éviter le souffle. Mais ce faisant, ils se retrouvent coincés dans une cuvette extrêmement dangereuse. De nombreuses unités russes ressentent clairement l'impuissance, plus de données, plus de contacts, plus de reconnaissance, alors que le feu ukrainien maintient une pression constante. Sur le flanc ouest, les batteries d'artillerie moyenne de l'OTAN rechargent et tirent en un cycle quasi ininterrompu. Le bruit du métal des chaînes d'alimentation se mêle au recul des canons, créant une sonorité épaisse, résonnant au fond de la vallée, comme le rugissement d'une machine géante broyant la terre. Les tirs en cloche tombent successivement sur les positions où les chars russes se regroupent. Peu à peu, la distance entre les impacts se réduit, ne laissant que quelques mètres de zone sûre. Les chars russes doivent pivoter à chaque instant pour esquiver, mais même les abris de terrain ne servent plus, ayant été aplanis par l'artillerie ukrainienne. Le temps semble s'étirer lourdement alors que chaque minute emporte la vitalité des forces russes. Chaque nouvelle vague de bombardement crée des nuages de fumée s'empilant sur les anciens. L'air devient si épais et lourd que ceux en bas doivent respirer par petites bouffées. La deuxième nuit commence, les fusées éclairantes ukrainiennes illuminent toujours par bandes, empêchant la vallée de sombrer dans le noir total. Sous la lumière blafarde éclairant les carcasses fumantes et les trous noirs, le champ de bataille apparaît comme une zone calcinée depuis des heures sans fin. Des groupes d'infanterie russes se rassemblent dans l'espoir de tenir jusqu'au secours. Mais Moscou a coupé le contact, pas de renfort, pas de redéploiement, pas d'ouverture. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes resserrent les taux. Des groupes de Léopard, de Zasept et Challenger 3 avancent plus profondément leurs chenilles, broyant la terre molle, soulevant la poussière. Les menadeux Abrams en première ligne s'approchent du centre, utilisant leurs capteurs thermiques pour verrouiller les derniers groupes adverses. Quand les Abrams arrivent, l'infanterie ukrainienne déferle de l'est et du nord, se déplaçant en formation strictement contrôlée. Les soldats ukrainiens profitent du terrain déchiqueté pour créer des dizaines de petits points d'appui, ouvrant des couloirs de tir croisés pour verrouiller toute issue. À l'intérieur de ce cercle, la Russie réalise qu'elle ne peut plus manœuvrer. Les unités principales sont épuisées, de nombreux chars abandonnés. Plusieurs points de défense temporaire sont écrasés par l'artillerie avant d'avoir pu servir.
Dans la lueur pâle de l'aube, la vallée apparaît comme une terre annihilée, criblée de cratères brûlants de métal en fusion jonchée, de carcasses tordues et d'étincelles volant dans la brume grise. C'est le moment où la Russie comprend que la bataille dans cette vallée a dépassé toute capacité de retournement. L'encerclement ukrainien est total, et après 36 heures de pilonnage continu, le champ de bataille ne laisse plus aucune chance à l'adversaire de s'accrocher. La vallée du Loup d'Acier s'est refermée selon le plan de l'Ukraine et désormais tout n'est qu'attente du coup de grâce ukrainien. L'aube du troisième jour éclaire la vallée d'une lumière pâle, traversant la fumée suspendue, révélant le panorama où les forces russes ont été broyées sans répit. Chars abandonnés, terre brisée, en longues bandes d'infanterie épuisées, tassées dans les creux. Quand l'artillerie ukrainienne fait une pause pour réajuster le dispositif, dans ce bref instant, les forces russes regardent autour d'elles et réalisent que le piège est hermétique. Le manque d'information et la perte de coordination les empêchent de rétablir la situation. C'est à ce moment précis que l'ordre de contre-attaque de l'Ukraine est diffusé sur tout le front. Depuis le bord est de la vallée, une série de Muna 2 Abrams et Léopard 2 Acept accélèrent. Les chenilles broient la terre molle soulevant un mur de poussière derrière eux. Du nord, les formations motorisées ukrainiennes déferlent en coins serrés. À l'ouest, l'infanterie mobile avance en vagues régulières groupe après groupe, capturant les hauteurs. La vallée tremble quand les forces ukrainiennes convergent des trois directions, poussant les restes de la Russie dans la cuvette déjà retournée. La Russie tente de contrôler les survivants pour se replier vers Belgorod, mais toutes les approches sont verrouillées par l'artillerie ukrainienne. Les groupes de soldats russes sortant de la vallée de quelques centaines de mètres sont stoppés par les éclaireurs ukrainiens, rendant la retraite de plus en plus confuse. À l'arrière, Moscou demande à l'OTAN, ici le texte original demande, Kiev demande à l'OTAN, donc dans l'inversion Moscou demande au CSTO, satellite, de refournir des données, mais satellites et drones sont bloqués par le brouillage ukrainien. La Russie est forcée de retirer toute sa formation en déroute vers la zone la plus sûre possible. À midi le même jour, l'Ukraine a capturé 3 zones de peuplement importantes et avancé de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Au même moment du nord-ouest, les forces mécanisées ukrainiennes frappent droit sur l'axe de Belgorod. Quand l'armée russe vient de se retirer de la vallée pour consolider sa défense, les formations ukrainiennes sont déjà au contact, empêchant la Russie de se réorganiser. Poste d'observation perdu, petit point d'appui, abandonné, ligne de défense hâtive, repoussée continuellement au rythme de l'avance des chars ukrainiens. En 12 heures, l'Ukraine contrôle 4 villes stratégiques entre les deux axes de Belgorod et Koursk. Ce sont tous des points logistiques importants jetant un trouble supplémentaire dans la défense russe. À Moscou, le Kremlin tient une réunion d'urgence mais ne peut proposer de solution réaliste faute de données de terrain. Les conseillers russes admettent avoir sous-estimé la capacité de camouflage de l'Ukraine et avoir trop fait confiance au système de surveillance par drone et satellite. Personne ne peut expliquer pourquoi le couloir considéré comme le point faible de l'Ukraine est devenu un piège si parfait qu'il est impossible à briser. Quand la troisième nuit tombe, la vallée ne montre plus que les lueurs rouges faiblissantes des incendies. L'Ukraine a totalement capturé la zone, poussant ses troupes vers le nord et l'ouest pour verrouiller les voies de mouvement russes. La campagne offensive de Moscou s'effondre totalement en moins de 3 jours. Non par faiblesse des forces, mais parce qu'ils sont entrés dans un champ de bataille conçu pour verrouiller chacun de leurs mouvements du début à la fin. Et la vallée du Loup d'Acier se referme sur l'objectif même de sa création, faire basculer toute la situation en faveur de l'Ukraine en un laps de temps étouffant.